Gastronomie, troisième partie. Baba au rhum et boucher à la reine. De même, toutes les femmes qui ont accompagné la vie de ce monarque font œuvre de gastronomie. Son épouse Marie Leschinska, fille d'un roi de Pologne et duc de Lorraine, qui serait lui-même l'inventeur du baba au rhum, est restée célèbre pour son goût des bouchées à la reine. Elle s'en faisait faire des portions individuelles, d'où leur nom, pour pouvoir en manger même quand elle n'était pas au menu des autres convives. La célèbre Madame de Pompadour, maîtresse du roi, inventa de nombreux plats avec l'aide de ses cuisiniers, parmi lesquels Vincent Lachapelle, auteur du cuisinier moderne. La cuisine française commence alors à participer pleinement au rayonnement de la culture française. Pour preuve, le cuisinier moderne, qui affirme lui aussi la nécessité de rompre avec la cuisine du passé, paraîtra d'abord en anglais. Vincent Lachapelle a d'ailleurs travaillé en Angleterre, aux Pays-Bas, au Portugal. 1789, la cuisine française continue de s'affirmer et conquiert sa renommée. La Révolution, paradoxalement, favorise un mouvement d'abord affaire d'aristocrates. Et l'art de bien manger, privilège de l'élite, va connaître avec l'ébullition révolutionnaire des développements inattendus. En 1789, une partie de la noblesse est contrainte à l'exil. Un bon nombre des aristocrates qui fuient la Révolution se réfugient en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, et entraînent souvent à leur suite leurs cuisiniers. Ces exilés vont ainsi contribuer au renom et à la diffusion de la cuisine française en Europe. Quelques années plus tard, la défaite française en 1815 à Waterloo, qui provoque la chute de Napoléon et se solde par l'invasion de la France, sera tempérée par une victoire culturelle. Car c'est alors l'occasion pour les troupes russes, prussiennes, autrichiennes, anglaises stationnées à Paris, de découvrir cette fameuse cuisine française et de se convaincre de son excellence. L'idée que cette gastronomie est d'une essence supérieure, sentiment déjà partagé par beaucoup de Français, trouve alors des adeptes partout en Europe, tandis qu'à cette même époque survient une autre révolution française, celle du restaurant. Le restaurant, une origine d'abord aristocratique. Dans un cadre élégant, loin de la taverne, de l'auberge bruyante, bien connue des voyageurs, avec leurs plats uniques servis à l'heure fixe, on peut y manger à la carte, à tout moment, et être servi à des tables individuelles. Là encore, l'innovation est d'essence aristocratique. Un des premiers restaurants parisiens, place du Palais Royal, sera d'ailleurs fondé par Antoine Beauvillier en 1782, cuisinier du prince de Condé, aristocrate de premier rang. Mais, Anthony Rollet, historien et gastronome, le souligne, 1789 va révolutionner les mœurs. Premièrement, la Révolution se déroule pour l'essentiel à Paris, et des milliers de provinciaux s'y retrouvent alors et découvrent le restaurant. La table participe elle aussi de l'avènement de la démocratie, puisque se faire servir est une façon d'égaler les puissants. Deuxièmement, en raison de l'exil d'un grand nombre de nobles, ceux parmi les cuisiniers qui n'ont pas suivi leurs anciens maîtres vont ouvrir ces fameux restaurants, qui essaiment alors dans la capitale. Enfin, la bourgeoisie mime et reproduit les manières de table de l'aristocratie. La gastronomie devient alors démocratique, tout en conservant son caractère élitiste, puisqu'elle reste, dans ses usages, un signe de distinction. Naissance d'une critique gastronomique. Dès 1789, il y a ainsi à Paris une centaine de restaurants réservés à une élite urbaine. Aussi, en 1803, Grimaud de la Reynière publie-t-il un almanach des gourmets, dans lequel il commente avec sévérité, et en récoltant de nombreux ennemis, ces tables parisiennes. La critique gastronomique est née. Avec le développement de la presse au XIXe siècle, le phénomène s'amplifie. Et la révolution industrielle, qui transforme de nombreux ruraux en ouvriers et les pousse vers la ville tandis qu'une nouvelle bourgeoisie d'affaires se développe, incite la critique gastronomique naissante à s'adapter à cette nouvelle clientèle souvent plus populaire. La cuisine se transforme donc sans arrêt, sans renier pour autant ses fondamentaux.
les lieux de restauration se démocratisent pour capter ces ouvriers, artisans, étudiants plus ou moins bohèmes. C'est la naissance de la gargote, de la guinguette, du bouillon, permettant de profiter de l'authentique cuisine française, mais pour pas cher. 1900, le guide Michelin. Ainsi, une logique de perpétuelle évolution, d'adaptation, caractérise la cuisine française. Nouvelle clientèle, nouvelles techniques, nouveaux goûts. À l'époque moderne, avec l'apparition des premières voitures, les guides Michelin, qui allient plaisir du tourisme automobile et art de manger, dressent pour les voyageurs une nouvelle carte de France. Dès le début du siècle, les premiers guides proposent aux nouveaux touristes itinéraires pittoresques et tables accueillantes aux gourmets. Le pays s'affirme ainsi par cette culture reconnue dans le monde entier. Une cuisine française à la fois raffinée, complexe, élitiste, d'essence aristocratique, mais accessible au plus grand nombre, ce qui ne peut que réjouir les Français, ce peuple dont on dit qu'il est sensible au faste et à la grandeur monarchique, en même temps que profondément soucieux d'une stricte et parfaite égalité.